Nouveau week-end de tension à Ceuta. Des centaines de personnes se sont rassemblées pour réaffirmer leur attachement à l'unité de la ville et dénoncer la politique menée par le gouvernement central. Des frappes russes ont tué une personne et blessé des dizaines d'autres à Zaporizhzhia. À Kharkiv, une attaque a détruit 8 millions de livres. La maison d'édition dénonce une atteinte à la culture. Donald Trump a annoncé de nouvelles négociations avec l'Iran dès ce lundi. Téhéran a toutefois démenti la tenue de tels pourparlers. Ceuta a une nouvelle fois été le théâtre de tensions ce week-end à la suite d'un rassemblement organisé pour dénoncer la gestion par le gouvernement de l'afflux important de migrants dans cette enclave située entre l'Europe et l'Afrique. Le rassemblement, organisé ce dimanche sur la place de Los Reyes, a également donné lieu à une contre-mobilisation anti-extrême droite. La grande majorité des participants ont réaffirmé leur attachement à l'unité de Ceuta et à son identité espagnole. Les propos hostiles visant des responsables politiques de tous horizons ont atteint leur point culminant avec l'arrivée sur place de Bito Quiles, activiste espagnol d'extrême droite. Les forces de l'ordre ont alors instauré un périmètre de sécurité afin de maintenir les deux groupes à distance. Pour de nombreux migrants qui ont traversé la frontière depuis le Maroc pour rejoindre Ceuta la semaine dernière et qui n'ont pas encore été expulsés, le voyage ne s'est pas arrêté à la frontière. Épuisés, assoiffés et affamés, certains se retrouvent à attendre de l'aide dans les rues de l'enclave espagnole. Mais alors que les autorités gèrent cette pression croissante, une ONG locale affirme être confrontée à un défi plus immédiat, nourrir ces personnes. Más solidario. Esta ONG ha organizado una improvisada campaña de distribución de alimentos de primera necesidad. Han distribuido leche, pan, galletas o magdalenas. Durante las 2 horas que ha durado la campaña, los responsables aseguran haber distribuido más de 2.000 raciones. Acaba de llegar un niño que le han dado una insolación, que está tirado en el suelo. No podemos dejarlos que se mueran de hambre. Nosotros no somos políticos, somos seres humanos simplemente. Les bénévoles affirment que leur priorité n'est pas de débattre de la politique migratoire, mais de répondre à ce qu'ils décrivent comme un besoin humanitaire immédiat. Ces événements interviennent alors que les scènes observées à Ceuta ont également alimenté les critiques à l'égard de l'approche espagnole, certains opposants faisant valoir que des politiques perçues comme trop accueillantes risquent d'encourager davantage de personnes à entreprendre le voyage. Luna Blanca affirme que les personnes qui arrivent ici ne sont pas des statistiques. Los que se creen que nuestra labor supone un efecto de llamada están totalmente equivocados. El efecto llamada, quien quiera que sea este efecto, como sea este efecto, no se da porque nosotros demos de comer. Nosotros damos de comer a las personas que ya están aquí, a las personas que estamos viendo deambulando por la calle, a las personas que estamos viendo tiradas en la cuneta, a personas que vienen arrastrándose en busca de agua o de un trozo de pan. Nosotros somos humanos ante todos. No podemos dejar que personas se mueran de hambre. Entonces, ¿dónde queda la humanidad? A mí, ¿qué nos importa a nosotros el efecto llamada? ¿Sabe cuál es el efecto llamada? Son los bulos que corren por las redes sociales. Desde luego que es única. Esta es única porque nunca hemos vivido algunas anteriores, pero de tan magnitud como esta, no. Está a la vista. Estamos hablando de una llegada de unos 60, 70 mil personas. En 18 kilómetros cuadrados. O sea, ya casi igualamos a la población de la ciudad. Entonces, la ciudad, las instituciones no están capacitadas para frente a esta invasión. La ONG asegura ser una de las más grandes de Ceuta. Tiene a 11 personas en plantilla y a unos 10 voluntarios. Desde el comienzo de la crisis, el pasado jueves, asegura haber asistido a más de 4.000 personas. Desde la ciudad autónoma de Ceuta, para Euronews, Julián López.
Des avions russes ont largué 8 bombes planantes sur des quartiers résidentiels de la ville ukrainienne de Zaporijjia en l'espace de 90 minutes, faisant un mort et plusieurs dizaines de blessés. Il s'agit de bombes héritées de l'époque soviétique, modernisées avec des systèmes de guidage et capables de transporter jusqu'à 3000 kg d'explosifs, provoquant des destructions considérables et laissant d'importants cratères. L'Ukraine ne dispose actuellement d'aucun moyen de défense efficace contre ces armes. En parallèle, des débris de drones ukrainiens ont fait 7 morts et 40 blessés à Archipo-Ossipovka, une petite ville située sur le littoral russe de la mer Noire, selon les autorités locales. Dans la nuit de dimanche à lundi, la Russie a lancé 181 drones d'attaque à longue portée contre l'Ukraine, a fait savoir l'armée de l'air ukrainienne. Celle-ci affirme que les systèmes de défense aérienne ont neutralisé 163 appareils par brouillage ou interception, tandis que 14 drones ont néanmoins provoqué des dégâts sur 13 sites. Une frappe russe sur un entrepôt à Kharkiv a détruit 8 millions de livres. La maison d'édition propriétaire dénonce une attaque contre le patrimoine culturel ukrainien. En France, dans le Var, la situation liée à l'incendie qui a parcouru plus de 6300 hectares depuis vendredi est stabilisée, mais reste problématique, selon le préfet du département. Le retour du vent et des fortes chaleurs lundi après-midi compliquent les opérations des quelques 1500 pompiers déployés pour fixer les flammes. L'un des enjeux, éviter des reprises de feu sur ce territoire agricole où se mêlent vignes et oliveraies. Redescends un peu, du coup, sur la droite. Les pompiers sont à pied d'œuvre pour sécuriser les zones touchées par les flammes et ainsi éviter une propagation vers les secteurs encore préservés. Là, on est en train de noyer le blanc pour éviter qu'il y ait des reprises dans ce qui est encore vert et ce qui peut encore brûler. Un travail de fourmi. C'est ça. Depuis jeudi dernier, le Var est placé en vigilance orange canicule par Météo France et les fortes chaleurs devraient se maintenir dans les prochains jours. Des conditions qui favorisent la reprise des points chauds. Toutes les interfaces brûlées, non brûlées se réactivent très vite sous l'effet de la chaleur et du vent. Et notamment là depuis 48-72 heures, on a des températures les après-midi qui sont très élevées et donc cela facilite les réactivations sur ce chantier. Chaque zone suspecte fait l'objet d'une surveillance minutieuse avec des moyens spécifiques pour refroidir les sols. La HP produit de la vapeur d'eau, beaucoup de gouttelettes très fines de vapeur d'eau. Pour des sols qui sont chauds, ça va produire de la vapeur et avoir une meilleure efficacité en refroidissement dessus. Dimanche soir, alors que la situation s'était légèrement améliorée, le préfet du Var avait levé les mesures d'évacuation et de confinement dans les zones concernées. Quelques 2800 personnes avaient été évacuées. Ce groupe d'amis a longtemps hésité à maintenir ses vacances réservées il y a quelques temps. De nouveau ouverts, leur camping, comme beaucoup d'autres à Lacanau, avait été évacué mardi suite aux incendies qui ont ravagé 42 000 hectares en Gironde. During the whole week, we were like, do we go? Should we go? Shouldn't we go? What happened if we go and then there's a fire again? Yeah, it was a very stressing, but I think right now we've seen that the situation seems to be under control, so we are kind of satisfied right now. Après, on a quand même vu des routes qui étaient encore barrées, avec des déviations, etc. Donc on a quand même, on sait qu'il y a quand même ça qui est pas loin, et on sait qu'il faut faire attention. Mais c'est sûr que oui, on se libère et allez, on profite entre amis, quoi. Voilà. L'établissement a repris du service ce week-end et les employés s'activent sans savoir précisément combien de vacanciers viendront. Une chose est sûre, le taux de fréquentation sera inférieur à celui de l'année dernière. Alors on est encore en train de faire le point parce qu'on a des séjours qui avaient été mis en stand-by où les gens attendaient de voir, d'autres qui veulent reporter. Il va y avoir un impact économique effectivement et il va peut-être falloir qu'on revoie certains projets ou qu'on les fasse de manière différente ou à d'autres dates. Aujourd'hui on a un taux d'occupation qui est inférieur à ce qu'il est d'habitude mais qui évolue chaque jour. Après une semaine de paralysie, la grande station balnéaire reprend vie peu à peu, mais l'épisode a laissé quelques cicatrices. En temps normal, environ 100 000 touristes arrivent à Lacanau en cette période de l'année. Les professionnels du secteur espèrent leur retour avec impatience, malgré les annulations, les incertitudes ou les routes encore coupées. Après avoir décidé de suspendre les frappes prévues ce week-end afin de laisser une chance à la diplomatie,
Donald Trump a annoncé que de nouvelles négociations avec l'Iran débuteraient lundi. Téhéran a toutefois démenti la tenue de tels pourparlers, affirmant être uniquement en discussion avec Oman au sujet de la gestion du détroit d'Ormuz. En dépit des dénégations iraniennes, le président américain soutient que les discussions porteront à la fois sur cette voie navigable au cœur du conflit et sur la dénucléarisation de l'Iran. What we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon, and we'll see if it's true. I'd love to do that, save a lot of lives, save a lot of unnecessary power, to be honest with you. It'll take many, many years to ever build it back. If it could, I don't think it would be even buildable back. So we had an attack that would be the biggest attack since World War II, and it would have been disastrous for them, and they didn't want us to do it. And frankly, Saudi Arabia didn't want it either. They thought that a deal is imminent. La reprise des hostilités entre Washington et Téhéran constitue une violation du protocole d'accord signé en juin dernier qui prévoyait un cessez-le-feu de 60 jours afin de permettre des négociations destinées à mettre un terme définitif au conflit. Les États-Unis affirment avoir repris les frappes après que l'Iran a pris pour cible plusieurs navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Cette nouvelle escalade a immédiatement fait bondir les prix du pétrole. Le Brent s'échange désormais autour de 80 $ le baril, soit près de 11% de plus que son niveau le plus bas en 6 mois, atteint fin juin à 72 $. Donald Trump a toutefois averti que les États-Unis étaient, selon ses mots, prêts à passer à l'action, s'engageant à reprendre les frappes contre l'Iran en l'absence d'une progression rapide des négociations.